Et salut tout le monde, c'est le Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo React donc à la soirée japonaise du 20 juillet 2024. J'avais fait une petite vidéo avant cette soirée donc, pour vous présenter un peu les combats et les enjeux que pouvaient avoir ces différents combats. Et donc aujourd'hui, je vais revenir sur cette soirée-là. Je vais sûrement poster en fait juste une seconde vidéo sur un combat en particulier, le combat de Tenshin Nasukawa, parce que j'aimerais un petit peu parler de début. Bref, je voulais en parler ici, mais en fait, je pense que ça va être trop long. Je vais essayer de faire relativement court. Dans cette soirée, on devait avoir 5 combats. Le premier, c'était un combat entre un japonais et un mongol dans la catégorie des super moyens. C'est assez rare d'avoir déjà des japonais qui combattent en super moyen, c'est assez rare d'avoir des mongols qui combattent aussi. Le combat s'est fini par un KO au 6ème round du japonais sur un très beau crochet gauche. Le mongol était cuit. Je vais pas forcément revenir trop sur ce combat-là. Et ensuite, sur les 4 autres, donc on était censé avoir 3 championnats du monde et le fameux combat de Tenshin Nasukawa, donc, sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard. Et dans l'ordre, hein, pour vous préciser un petit peu l'importance du combat de Tenshin, le combat de Tenshin était censé être le co-main event, donc l'avant-dernier combat. Le deuxième combat qu'on a eu, du coup, c'était pour le championnat WBO des poids mouches entre Olas Quagga et Riku Kano, sur lequel je vais revenir juste après. Ensuite, on devait avoir un combat entre Kosei Tanaka et Jonathan Rodriguez pour le titre WBO des super mouches. Ce combat n'a pas eu lieu parce que Rodriguez a manqué eh bien, la pesée de quasiment 7 pounds, donc ça va à quasiment 3 kilos. En gros, il avait 2 4 trop. Donc évidemment, le combat avait été maintenu. Malgré tout, le champion qui lui a fait le poids, donc Tanaka, est monté sur le ring, a présenté un petit peu, bref, a pris le micro, a parlé un petit peu à la foule. J'ai pas très bien compris ce qu'il avait dit, si jamais des gens ont décidé. Mais voilà, je sais que malgré tout, il était présent, il a fait le poids, il a fait sa préparation sérieuse. Comme je disais, je suis assez triste que ce combat n'ait pas lieu parce que c'était un bon combattant, Rodriguez, hein, qui était classé dans le top 10 de ring. Et je pense que Tanaka avait besoin de ce combat pour remettre un peu sa carrière sur des rails. Parce que c'est un combattant qui a très bien commencé, hein, qui a récupéré des titres dans 3 catégories de poids différentes. Et puis malheureusement, il s'est un peu heurté à un mur en 2020 contre Kazuto Yoka, quand il a essayé de choper justement ce titre WBO des super mouches, qui aurait donc été sa 4ème catégorie. Il s'est heurté à un mur, il a perdu par KO, et avec le Covid derrière, ça a été assez dur pour lui de se remettre en selle. Là, il a réussi à revenir sur des rails de victoire, et j'aurais bien aimé qu'il puisse choper un peu lui aussi une hype, comme on peut choper d'autres champions japonais, et comme on peut choper d'autres champions des super mouches, c'est-à-dire un Martinez qui a stoppé, qui a battu Yoka il n'y a pas longtemps par décision en 12 rounds, et bam, qui a lui stoppé Strada. Donc bon, un peu déçu que ce combat n'ait pas lieu. Ensuite, du coup, le 4ème combat de la soirée, donc c'était Tenshin Nasukawa, et je reviendrai sur ce combat dans une autre vidéo. Et enfin, le dernier, donc c'était Junto Nakatani, le champion WBC des poids coq. Regardez, j'ai même mis le petit t-shirt de Nakatani pour l'occasion. Et donc voilà, donc c'était tous les combats de la soirée. Donc moi je vais essentiellement parler ici de celui de Olas Quagga et de Junto Nakatani. Pour Tenshin, j'en parlerai plus tard. Et Kosei Tanaka, j'ai pas grand chose de plus à en dire du coup parce que le combat n'a pas eu lieu. J'avais déjà un petit peu parlé de Kosei Tanaka dans la vidéo présentation de cette soirée. Elle n'a pas fait beaucoup de vues donc je vais juste rapidement rappeler des trucs, hein, mais c'est un type qui a speedrun le jeu comme rarement on a vu les gens speedrun. Champion en seulement 5 combats, c'est un record japonais. Champion dans 3 catégories en 12 combats, c'est un record mondial égalé par Lomachenko. Et champion en 4 catégories en 20 combats. Pardon, du coup, ouais, c'est ça, en 20 combats, c'est un record mondial. Donc ça speedrun Tanaka, hein. Même un type qui dès les rangs amateurs était très bon, et c'est un type qui sur le tout début de la carrière était comparé à Inoue. D'ailleurs il avait aussi le surnom de Monster. Bon malheureusement Inoue s'est quand même pas mal envolé dans les années 2017-2018, là où du coup Tanaka a un peu pataugé et sa défaite contre Yoka n'a fait que qu'enterrer la hype, mais voilà c'est un combattant qui quand même a, je pense, faut lui redonner ses lettres de noblesse, et c'est pour ça que j'aurais espéré qu'il puisse regagner un petit peu de hype à ce combat. Sinon, pour Olas Quagga et pour Nakatani. Bah écoutez, je vais commencer par Olas Quagga, histoire de garder le meilleur pour la fin. Qui dure de plus, qui dure de plus. Olas Quagga, combattant américain, sur lesquels énormément de gens, j'ai l'impression, le sous-cotent un petit peu, où il est passé sous beaucoup de radars. C'est un type qui a été ramené en short notice d'une semaine contre Kenshiro Teraji, le roi des mouches, il y a un an, et il a fait un combat qui était pas dégueu. Alors, il perd par KO, il est tombé une fois au tapis avant de se faire arrêter, il a perdu beaucoup de rounds, mais les rounds étaient compétitifs. C'est-à-dire qu'il a donné un combat à Teraji. Il s'est fait battre par KO, c'est vrai. Il n'a pas gagné beaucoup de reprises, c'est vrai, mais il a donné son combat. Et là où beaucoup de gens sont servis de cette excuse-là pour dire oh là là, regardez, il y a un type avec seulement 5 combats pro qui arrive à donner un combat difficile à Teraji, c'est bien la preuve que Teraji est un combattant pourri. Je me répète, hein, mais j'avais dit que pour moi c'était surtout la preuve que Lascova était un combattant qui était passé sous les radars, en tout cas sous mon radar jusqu'à présent. Alors qu'en fait, c'était le real deal, quoi. C'était vraiment un gars. Et en effet, il a montré ici que c'était un vrai patron en récupérant donc, le titre WBO des poids mouches dans un combat qu'il a extrêmement dominé. Et c'est assez impressionnant parce que Kano, qui est un combattant très expérimenté, c'est un vétéran du circuit. C'est un type qui avait déjà eu sa chance mondiale pour les en poids paille en 2016. Donc c'est un type, ça fait 8 ans qu'il est au top niveau. Et alors ok, il n'est pas suffisamment au top niveau pour gagner un titre mondial. Mais
ni même pour avoir une chance mondiale. Mais c'est un solide gatekeeper, quoi. Et Olas Koga arrive dès le début du combat en son Kano et c'est un peu de lui marcher dessus en ayant une boxe assez conquérante et assez offensive. Olas Koga laisse passer l'orage et en à peine une minute, il commence à réussir à contrer très bien Kano, tant et si bien que finalement il remporte la première reprise en le touchant très durement. On voit qu'il a un côté très technique et je vais revenir dessus, mais c'est pas étonnant. Et on voit qu'en même temps, il a une frappe qui est assez lourde. Alors, c'est pas un puncher, c'est pas le type qui va avoir que des KO, donc je pense, dans sa carrière, mais ça frappe Olas Koga. Il arrive à faire reculer Kano, il le touche très sévèrement, et surtout, je pense c'est vraiment par la précision des coups qu'il arrive vraiment à faire mal, plus que réellement par l'impact qu'il peut avoir derrière. Euh, il arrive du coup à remporter cette première reprise, il roule sur Kano du coup en mettant une stratégie de grosse pression offensive dès la deuxième, parce qu'il a vu que dans la première ça avait bien marché. C'est pas comme ça qu'il a débuté le combat, hein, mais après Kano il a un peu forcé l'échange, c'est finalement vers quoi il s'est dirigé, parce qu'il a vu que ça marchait bien. Et dans la troisième, c'est également ce qu'il commence à faire dans le début du round, ça marche bien, puis Kano arrive à reprendre ses esprits. Et Kano arrive à contrer et à faire des attaques qui passent un peu mieux, il arrive à un peu mieux trouver ses distances, tant et si bien qu'en fait, je me demande à la fin du troisième si je le donne à Kano, si je le donne à Lasquaga. Parce que je suis pro Lasquaga, donc évidemment que j'ai envie de lui donner le round, mais en vrai Kano a pas fait un round de dégueu non plus. Et je suis là, hésiter un petit peu et à me dire bon, ce round, je le donne à qui, Kano, Lasquaga, si seulement il pouvait avoir une dernière offensive un peu nette de l'un des deux, pour que je puisse être capable de le donner clairement à l'un des deux. Et là, Olasquaga nous sort une combinaison exceptionnelle. Donc Kano était southpaw, donc gaucher, là où Olasquaga était droitier. Il sort un large crochet du droit qui va venir éclater la garde de Kano. Et avant que sa garde puisse être remis en place, il sort une sorte de hybride avec sa gauche, un uppercut crochet qui rentre plein dans la mâchoire. Ça écroule Kano. Au début, j'ai cru que c'était un coup au corps tellement ça vient d'en bas. Mais non, c'est vraiment la mâchoire. Et ça écroule Kano qui ne se relèvera pas du tout. Je pense qu'il il est bien passé une minute au sol. Donc c'est vraiment un coup d'encre, quoi. Exceptionnel de la part de Lascoga qui, pour moi, fait. Enfin, il envoie un message dans cette catégorie des mouches, dans lequel son nom est quand même passé sous les radars, malgré le fait qu'il ait fait un bon combat contre Teladji. En même temps, c'est cool parce que du coup, Teladji, sur qui on avait dit non, mais quand même ta victoire contre Lascoga, c'est une victoire un peu moyenne, ça montre que finalement le temps lui aura donné raison, et le temps aura donné raison à ce que j'avais pu penser il y a un an. Sauf que non, Lascoga c'était le real deal, et Teladji a vraiment une bonne victoire ici contre un adversaire qui était encore sous les radars. Non, puis c'est juste fantastique, vraiment son petit. Pareil, hein, j'avais dit ça, mais pour moi c'était l'un des rares japonais qui n'était pas favori dans cette soirée. Et d'ailleurs, c'est du coup tous les combats qui ont lieu, le seul japonais qui n'a pas remporté son combat. Enfin, je veux dire, le seul type pas japonais qui a remporté son combat plutôt. Donc voilà, j'avais pas trop vu. Je suis content, j'avais à peu près bien vu les qualités de Lascoga. Et du coup, j'ai hâte de le voir évoluer dans cette catégorie qui, je rappelle, hein, les mouches extrêmement ouvertes parce que toutes les ceintures ont été laissées vacantes sauf la WBA qui a changé de main l'année dernière ou en début d'année, je sais plus, pour être remportée par Sego Yori Akui, qui est également japonais. Et les deux autres ceintures devraient être attribuées dans pas longtemps, notamment la ceinture WBC. C'est pas encore officiel, mais je pense que Teladji devra avoir un shot pour cette ceinture WBC. Donc ça serait pas mal de pouvoir voir éventuellement, peut-être, je sais pas, une autre unification Teladji Lascoga ou n'importe quel combat. Cette catégorie des mouches est très ouverte et je pense que Lascoga a envoyé un message important ce soir. Donc voilà, j'adore ce boxeur. En plus, il était trop touchant à la fin. Il dit oh là là, c'est comme un rêve pour moi. Maintenant, vas-y, Nakatani, fais ton combat. Enfin, vraiment, c'était super touchant. Je vous invite à aller regarder l'interview. Ce boxeur me touche beaucoup. J'ai juste une toute petite interrogation, je sais pas trop à quel point quelqu'un pourra savoir, mais il s'est surnommé la Princessa, la princesse, et je sais pas pourquoi. J'ai un peu cherché sur internet, j'ai pas trouvé. Donc si quelqu'un sait pourquoi on le surnomme la princesse Olas Kogan, je suis chaud, je suis chaud. En tout cas, voilà, excellent combattant. Je vous invite à le suivre dans la suite de sa carrière. Après, donc on a eu le combat de Tanaka qui n'a pas eu lieu, on a eu le combat de Tenshin Nasukawa contre un autre, Jonathan Rodriguez, mais ça j'en parlerai plus tard, et on a eu le combat de Junto Nakatani. Et là encore une fois, quel message. Donc Nakatani et Olaf Poirier qui sont teammates, hein, donc ils sont coéquipiers de salle, hein, ils se traînent ensemble. Vous pouvez tout le temps les voir fourrer l'un dans l'autre dans les stories d'un l'autre sur Instagram, qui font leur roadwork ensemble, enfin bref, ils sont copains comme cochons quoi. On voit que Nakatani était ultra content dans les vestiaires, que son pote Lascoga avait réussi à choper l'arrêt au troisième. Et Nakatani, donc du coup, qui tarde un peu à rentrer parce que je pense qu'il pensait pas que les combats se termineraient aussi vite. Pareil, celui de Nasukawa s'est terminé assez vite, c'était assez inattendu. Et du coup, voilà, Nakatani qui arrive, et Nakatani qui est un combattant qui, en fait, j'ai réalisé, moi je pensais qu'il avait speedrun le jeu. Il n'a pas du tout speedrun le jeu, Nakatani. Nakatani, il a pris son temps, il est passé quoi en 2015. Et en fait, il est resté pendant très longtemps sur une scène japonaise, à combattre des gens en faisant des 8 rounds. Il a fait ça pendant vraiment très longtemps, en fait. Et c'est vrai que c'est un type qui s'est vraiment construit une carrière, je pense bien plus que beaucoup d'autres boxeurs japonais. Donc en fait, il a eu une carrière un peu à l'américaine à ce niveau-là. Donc à rester à affronter des prospects pendant très longtemps, ce qui est d'habitude des choses que les japonais ne font pas trop. Ils ont tendance à aller au titre assez rapidement. Il n'y a pas trop essayé en vrai, un peu de, je sais pas, de pader leur record, quoi. Je sais pas trop, enfin de pader leur, enfin, ils n'ont pas trop tendance en gros à, putain merde, j'ai perdu les mots français. Bref, à affronter plein de peintres dans le but d'avoir un record un petit peu augmenté, quoi. Ils ont tendance à pas trop faire ça. Bon, Nakatani, du coup, lui, il a fait un petit peu, c'est logique quand on sait qu'il a une carrière qui est un peu plus américaine, notamment parce que son entraîneur, il allait le chercher aux États-Unis, donc je crois que c'est Los Angeles,
qu'il allait le chercher. Donc, ça explique du coup pourquoi est-ce qu'il est pote avec Olascoga, ça explique pourquoi Nakatani parle anglais. Il a pu faire une petite vidéo juste avant son combat où il expliquait en anglais qu'il voulait se faire un petit peu plus connaître, connaître du public américain. Et c'est vrai qu'on a un japonais qui a potentiellement peut-être un shot à devenir un petit peu plus populaire aux États-Unis que d'autres combattants, parce que il a une culture un peu plus américaine que d'autres. Je rappelle, hein, c'est un type qui est parti à 15 ans de chez lui pour aller avec son sac à dos et ses gants de boxe aux États-Unis pour aller toquer à la porte de Rudy Hernandez. C'est bien Rudy Hernandez hein, d'ailleurs. Je confonds des Cuyo Hernandez, qui est un entraîneur des années 70, 80, 90, mexicain. Donc il allait toquer à la porte de ce gars-là, qui était déjà un bon entraîneur assez renommé, pour pouvoir essayer de s'entraîner là-bas. Évidemment, ça a très très bien fonctionné. Actuellement, il a chopé finalement, du coup, après 5 ans de carrière, affronté des prospects. Il a fini par taper ses premières ceintures mondiales, donc en WBO des mouches, en poids, donc c'était en 2020 qui fait tout ça. Il est passé pas mal sous les radars avec le Covid, et là, depuis l'année dernière, il a vraiment explosé en un an, avec son KO de l'année contre Moloney l'année dernière. C'est derrière son excellente performance contre RJ Cortez, son excellente performance contre Santiago, et désormais cette performance ultra impressionnante contre Astrolabio. Parce que du coup, pour donner le résultat, hein, c'est un KO au premier round sur un coup au plexus. C'est un peu plus bas que le plexus, mais je pense que c'est le plexus qui a été touché. Extrêmement impressionnant. Un premier round où il se regarde un peu en chaîne de faïence, Astrolabio et Nakatani. Astrolabio, je rappelle, c'est un Philippin qui n'est pas un peintre non plus. Hein, c'est un type qui a battu Rigondo, qui a donné un très bon combat au confrère Moloney. Voilà, il a peut-être pas le record le plus sexy, mais c'est un type qui a affronté du monde. Et disons, disposé de telle manière d'Astrolabio, c'est extrêmement impressionnant de la part de Nakatani. Parce que du coup, il se regarde un peu en chien de faïence au premier round, il arrive à le toucher pas mal avec son jab, et avec. Enfin, justement, il le touche pas tant que ça avec le jab. Au début, il le touche un petit peu, puis en fait, il y a toute une partie, dans la deuxième partie du premier round, où Astrolabio shut down complètement toutes les attaques de Nakatani. Nakatani n'arrive pas à le toucher ni avec son jab, ni avec son bras arrière. À chaque fois, ça part dans les gants. Et si vous regardez le combat, parce que du coup, j'ai pu le voir 2-3 fois avant de tourner cette vidéo, vu comment il est très court, Astrolabio a tendance à, au début, monter sa main gauche et garder sa main droite un peu basse. Et petit à petit, il monte de plus en plus sa droite. Tant et si bien qu'en fait, il n'y a plus aucune attaque de Nakatani qui passe, parce que dès que Nakatani envoie un coup, il monte ses deux bras un peu comme un bloc et il prend les coups sur sa garde, qui est très solide. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a une ouverture qui serait au niveau du ventre. Elle est toute petite dans l'ouverture, parce que sa ceinture est pas si basse que ça, et il monte ses coudes, mais pas tant que ça non plus. Donc il y a vraiment une petite ouverture. Nakatani la voit, il s'y engouffre merveilleusement, il envoie une gauche, ça tape le plexus. Astrolabio s'écroule et on voit que ça fait super mal parce qu'Astrolabio essaie de se relever, il se relève et il se récroule juste derrière tellement le coup lui a fait mal. Les coups au corps c'est dévastateur à ce niveau-là, hein, c'est les coups qui font les plus mal en boxe. J'ose dire, les coups au cerveau vous déconnectent mais ça vous fait pas mal, les coups au corps ça vous fait mal. Enfin, c'est vraiment, ça provoque de la douleur quoi. Donc vraiment le coup est fantastique. Et puis, qu'est-ce que vous demandez de plus? Une défense de titre en un round, par KO au premier round, sur un adversaire qui est classé dans le top 10 sur The Ring. Honnêtement, enfin vraiment, qu'est-ce qu'on peut demander de plus à Nakatani quoi? Est-ce qu'il fait pas le combat parfait en fait au final? Est-ce qu'il fait pas le meilleur combat qu'il pourrait faire? En plus, il a pris très peu de coups. Bon, évidemment, c'est super parce qu'il y a Olasquaga qui revient le voir à la fin. Les deux, ils sont contents. Non, vraiment, c'est super. Hein. Vraiment, la bromance Nakatani-Olasquaga. Si on me dit que Nakatani est homosexuel avec Olasquaga, mais vraiment, ça expliquerait tellement de choses. Vraiment, ils sont trop mignons à courir tous les deux tout le temps et à s'entraîner comme ça. Ok, non, bon, je suis hyper content pour les deux. Et puis vraiment, voilà, quel combat. En fait, quel combat de Nakatani, quel message il envoie. Je suis vraiment super content qu'il fasse un combat à ce point parce que on arrive ici à une époque, enfin, une période de temps où Nakatani commence à être mis sur le devant de la scène. Il est rentré dans le top 10 par de The Ring, les Américains commencent à entendre parler de lui. Il a fait d'ailleurs des grosses sous-cartes d'Américains, donc notamment la sous-carte de Amy Loma l'année dernière, où il a chopé un KO de l'année. C'est un combattant qui vraiment depuis un an commence à exploser, commence à faire parler de lui sur les réseaux, commence à être mis en lumière, et que ce soit sur la scène japonaise, où c'est je pense le deuxième boxeur japonais le plus populaire après Inoue, et même maintenant sur la scène mondiale, où vraiment il envoie un nom. Et là ce qu'il fait aujourd'hui en coq, je pense qu'il n'a jamais, enfin, on voit que son corps est très grand, on voit qu'il a encore moyen finalement de gagner pas mal de catégories de poids, parce qu'il a encore de quoi prendre beaucoup de muscles. Mais vraiment, ce qu'il envoie en coq, il a jamais été aussi efficace qu'en coq. Déjà en mouche, il était impressionnant. Déjà en super mouche, il était impressionnant. En coq, il est bien plus qu'impressionnant. Il a fait 2 combats jusqu'à présent, et ces 2 combats, c'est une masterclass contre des adversaires qui sont bons, voire très bons. C'est pas des noms comme Donner, c'est pas des noms comme Inoue, c'est reste des excellents noms. Et faire ça à Santiago, et faire ça à Astrolabio, c'est vraiment exceptionnel. C'est un gros problème, ce boxeur. C'est un southpaw qui a tendance à maintenir sa distance, à travailler de loin et avec une bonne puissance de frappe, notamment dans sa gauche. C'est un gros problème, ce boxeur. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'Américains et beaucoup de gens de manière générale qui l'ont un peu sous le radar. Et je pense que ça va pas tarder à ne plus être le cas parce que là, il envoie un gros message. C'est exactement ce qu'il a besoin de faire. Je pense qu'il avait ce week-end il était un peu mis sous les projecteurs quoi, ce week-end-là. Et c'est vraiment enfin, pour le moment, il fait une année qui est exceptionnelle en Nakatani. Je sais pas si ce sera suffisant s'il continue dans son année comme ça pour être décerné le titre de boxeur de l'année.
Mais le message qu'il envoie en point coq, il confirme que c'est actuellement, je pense, le meilleur point coq actuel. Et waouh, je pense qu'on peut avoir une très très grosse domination de Nakatani en coq. Actuellement, je le trouve extrêmement dominant. Donc voilà, il a dit à la fin du combat qu'il voulait des unifications. Il avait dit la même chose après Santiago. Il a demandé au public, ouais, vous voulez des unifications? Le public a dit, ouais, moi j'aimerais également des unifications. Là, de toute manière, en coq, la KT est tellement ouverte qu'à part les champions, il n'y a pas vraiment de gros noms. En fait, il y a l'Astrolabio et les champions. Donc il a pris l'Astrolabio, c'est très bien. J'aimerais bien qu'ils prennent des champions maintenant. Peut-être qu'on pourrait avoir également, si jamais ça s'unifie dans la catégorie. En fait, ok, pour structuriser un petit peu, le truc c'est qu'en gros, quelle suite pour Nakatani, il a deux choix. Il a le choix d'essayer de unifier des titres en coq pour être légitime pour affronter Inoue et aller affronter Inoue quitte à se casser les dents. Parce que malgré tout, il serait pas, je pense, un vrai contre Inoue. Donc c'est un truc qu'il peut faire. Notamment, les gens aimeraient bien que du coup, il affronte Takuma, le petit frère d'Inoue. Ça fait un petit truc un peu à l'américaine. En mode j'ai battu ton frère, je fais la revanche contre le grand frère. Donc c'est un des choix qui serait possible pour Nakatani. Et le deuxième, du coup, ce serait toujours d'unifier les coqs en attendant cette fois-ci une montée d'un champion unifié des super mouches, qui est une catégorie au niveau extrêmement relevé, et que ce soit Martinez, que ce soit Bam ou que ce soit Tanaka, un combat contre n'importe lequel des trois qui unifie encore un peu plus le KT, ce serait un truc super. Donc écoutez, c'est globalement, je pense, les choses qu'on attend ici de Nakatani. Je pense que ce serait un peu trop tôt pour avoir un combat contre Inoue, même si ce serait une affiche qui se vendrait probablement, une affiche que j'achèterais. Là, ce que j'attendrais, c'est une unification. Je préférais Inoue ou Yoshikitake, mais contre le champion IBF, ça m'irait aussi totalement. Je crois qu'il s'appelle Nishida. Yosuke Nishida, ça m'irait également tout à fait. En tout cas, voilà, c'est vraiment un gros message qu'il envoie. Je ne vais pas faire beaucoup plus long. Allez regarder le combat, il n'est pas très long. Il dure 2 minutes. Et vraiment, mais quel boxeur, quel message, Enfin, vraiment, c'est fou ce qu'il a fait ce soir-là. Et j'espère vraiment que ça va lui permettre, ce KO premier round, d'exploser en termes de popularité à la fois aux États-Unis, parce qu'il parle anglais. Il faut qu'il joue de ça. Par rapport à tous les autres combattants japonais, il a une chance de pouvoir se faire apprécier du public anglais. Donc, du public américain, il faut qu'il joue de ça. Bref, voilà. N'hésitez pas donc à aller regarder les combats de Koga, qui est un combattant exceptionnel. Je suis content de ne pas m'être trompé là-dessus et de continuer à regarder les combats de Nakatani, qui est également un combattant exceptionnel. Je pense que c'est vraiment le new monster, hein, comme on l'appelle, même si il y a d'autres surnoms que je peux faire passer sur internet, genre Joltin Junto ou The Slim Reaper, que je trouve vachement cool. Donc j'espère qu'en tout cas, voilà, ça vous aura plu. Allez regarder les combats de Nakatani, de Lascoga, ces combattants sont géniaux. Et moi surtout, je vous retrouve dans quelques jours pour vous parler de Tenshin Nasukawa. Allez, bye bye, à bientôt.